pour moi, le plus important, c'est le respect de la personne. La personne handicapée, que ce soit un bébé, un enfant, un adulte, la personne âgée dans sa plus grande vulnérabilité lorsqu'elle devient très âgée, et évidemment son environnement et sa famille. Et c'est le respect de ces personnes qui fait qu'on peut arriver à promouvoir la qualité. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que entre les usagers et entre l'ensemble des partenaires, c'est toujours une relation complexe et ambivalente dont il faut trouver le juste équilibre. Le juste équilibre où les acquisitions de savoir, savoir-faire, savoir-être devraient être en permanence en réciprocité. Où les rôles de sachant et les rôles d'apprenant devraient être en changement permanent et en réciprocité. Et c'est pour cette raison que dans le médico-social, d'ailleurs dans tout service et dans toute institution où il n'y a que de l'humain, la qualité est complexe. Alors j'ai choisi de vous présenter d'où vient la qualité dans le médico-social et de retenir 4 grandes lois. Et vous allez me dire pourquoi ces lois? Parce que la première, elle est essentiellement financière. C'est la LOLF, la loi organique des lois de finances. Et pourquoi cette loi est importante? Parce que cette loi, elle a complètement révolutionné la façon de voir les financements publics pour les actions qui étaient mises en œuvre. C'est sûr qu'il fallait améliorer la transparence, qu'il fallait favoriser la stratégie pluriannuelle, qu'il fallait accroître l'efficacité de la gestion, mais surtout la révolution tient au fait que la gestion ne tourne plus autour des moyens, mais des résultats. Et là, on change complètement de vision des choses. Et il y a eu une évolution importante avec une accélération de tout ce qui a été mis en œuvre sur la démarche qualité et le contrôle de gestion. Bien d'autres choses évidemment, mais pour notre secteur, c'est ce qui a le plus impacté. Il y a également 2 autres lois qui concernent spécifiquement le médico-social. Celle dont vous avez, 2 dont vous avez tous entendu parler, la loi 2002 du 2 janvier 2002 et la loi 2005 du 11 février 2005. Alors là, ces lois rénovent l'action sociale et le cadre initialement prévu pour le médico-social des lois de 75. Et là, je vais vous faire une remarque. La loi, le 16 juin 1975, 2 lois ont été promues. La loi 75-534, qui fixe le droit des usagers. Une deuxième loi, la loi 75-535, qui fixe le cadre de fonctionnement des institutions. Ces lois ont donc été rénovées. Mais la loi 534, la première, la plus importante, a été rénovée en 2005. C'est celle du droit des usagers. La loi des institutions sociales et médico-sociales, la deuxième, qui doit appliquer le droit, a été rénovée en 2002. Incongruence. Incongruence. Et c'est à partir de là qu'aujourd'hui, on a toujours des antinomies entre ces 2 lois, malgré tout, même s'il y a eu quelques harmonisations. Lorsque le ministre Barrot, en 97-98, nous a réunis en tant qu'usagers pour modifier ces lois, déjà ça a mis 4 ans pour la 2002 et ça a mis quasi 7 ans pour la 2005, on a bien vu que les enjeux étaient politiques sur la rénovation des institutions, mais que derrière il y avait un tel espoir des usagers qu'on ne pouvait pas, d'un coup de baguette magique, rénover la loi des droits des usagers, donc la 534. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, en dehors de ce qu'elles produisent, du fait même de leur parution? C'est qu'il y a des antinomies. Par exemple, je vais vous citer, on parle d'intégration scolaire en 2002, on parle de droit à la scolarisation en 2005. C'est quand même pas la même chose. On parle de prise en charge en 2002, on parle d'accompagnement en 2005. Effet sémantique, allez-vous me dire? Non. Concept. Modification de paradigme, complètement. Et ça, on le voit encore dans leur mise en application, et c'est pour cette raison qu'il y a encore des difficultés, et puis en dehors de la réglementation, qui n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Donc, vous voyez bien que dans l'esprit du législateur, il y avait quelque chose d'important à rénover ces lois, que dans le champ politique et les enjeux politiques,
il y a eu une inversion de la mise en œuvre de la rénovation de ces lois. Ce n'est pas toujours à l'avantage de l'usager. Pour la loi 2002, elle demande à concilier deux grands principes directeurs, garantir le droit des usagers et promouvoir l'action sociale et médico-sociale. Mais le deuxième, c'est instaurer des procédures de pilotage, de dispositifs rigoureuses et plus transparentes, en renouant avec la planification, la programmation, l'allocation de ressources, l'évaluation et la coordination. Donc on voit que ces deux enjeux doivent être menés de front. Entre le droit des usagers, la planification, la programmation et l'allocation des ressources, quelquefois, c'est un peu aussi antinomique. Il y a 4 principales orientations, mais je n'en dirai qu'un qui est essentiel à mon sens pour nous, c'est affirmer et promouvoir les droits des personnes, des bénéficiaires et de leur entourage, dans le respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Il y en a bien d'autres, mais ça c'est essentiel. Et on a encore beaucoup de travail à faire sur ce registre. La loi 2002 instaure 7 outils dont on parlera tout à l'heure, 7 outils qui sont les piliers de la mise en œuvre de la qualité, et elle instaure l'évaluation interne et externe, dont on parlera également tout à l'heure. La loi 2005, que donne-t-elle, elle, la loi 2005? Un grand principe: toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Nous en sommes encore loin. Elle donne une définition. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ça mérite d'être la première définition qui existe sur le handicap. Aussi imparfaite soit-elle, elle est aujourd'hui une référence. La loi de 2005 donne un nouveau droit, un droit à compensation. La personne handicapée a un droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. On a beaucoup parlé sur l'âge, avec la barrière d'âge qui fait qu'un enfant, en dessous de 3 ans, a certains droits, en dessous de 6 ans, a certains droits. Un jeune adulte, en dessous de 20 ans, a des droits, au-dessus de 20 ans, a d'autres droits. Une personne handicapée après 60 ans n'a plus de droits. En dessous, elle a des droits. Donc cette barrière d'âge n'est pas encore complètement, disons, abolie, même si elle s'est assouplie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des dispositifs transitoires qui permettent de. Mais la personne handicapée est quand même encore très fragilisée de par le cloisonnement de ces lois. La loi de 2005 a également donné la possibilité d'une accessibilité universelle. Vous voyez bien aujourd'hui où on en est. De 2015, 2019, 2020, 2021, voilà. Et elle a instauré une nouvelle institution qui est la MDPH, qui devait regrouper donc les institutions existant avant sur le champ des enfants, le champ des adultes, et accélérer les processus de décision afin qu'il n'y ait pas trop d'enfants ou d'adultes restant sur le bas-côté. MDPH, Maison départementale de la personne handicapée. Donc, on voit que ce sont des avancées importantes, mais on voit qu'il y a des limitations dans leur mise en œuvre. La dernière loi, et celle qui est la plus transversale et que nous connaissons tous maintenant aujourd'hui, c'est la loi 2009, dite HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Alors, c'est des ambitions renouvelées, parce que dans cette loi, on modifie le terme santé. Le terme santé, avant, était surtout sur un champ curatif, sanitaire, de soins. Là, cette fois-ci, on prend le terme santé dans le sens de l'OMS, c'est-à-dire, certes, le sanitaire, le soin, le curatif, mais le prendre soin du médico-social et la prévention
souvent parent oublié quand même de l'ensemble du système de santé. À mon sens, c'est là le plus important. C'est là les leviers sur l'éducation, la prévention, qui sont essentiels pour avoir une meilleure santé, tout simplement, avec tout l'environnement. Alors cette loi, meilleure santé de la population, donc c'est là qu'on mesure l'efficacité des actions, maîtrise des coûts, l'efficience, la coordination et la concertation, ce qu'on a appelé la démocratie, dont on a parlé déjà ce matin. Une nouvelle organisation, dont je vous expliquais, qui regroupait l'ensemble de ces champs, et qui en a même modifié à la fois la définition des établissements sociaux et médico-sociaux, mais également certaines de leurs missions, qui se sont élargies. Donc voilà le paysage légal et réglementaire qui fait que la qualité a pu se mettre en place d'une autre manière dans le champ médico-social. Elle existait avant, mais elle n'était pas tout à fait dans le même processus. Qu'est-ce qui va aider l'État et les institutions? C'est les agences. Deux spécifiques qui ont été créées pour le médico-social, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qu'on appelle la CNSA, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui assure le financement des établissements sociaux et médico-sociaux, que ce soit sur les personnes âgées ou les personnes handicapées, le financement de la PAP, c'est-à-dire de l'aide personnalisée, le financement des prestations de compensation et des maisons départementales, des MDPH, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le financement et le financement d'actions innovantes, le renforcement et la professionnalisation de certains métiers, le financement des personnes en perte d'autonomie et certains financements d'aide à l'investissement. Ça, c'est la première agence sur laquelle l'État s'appuie, sur laquelle les établissements sanitaires médico-sociaux s'appuient également. Une deuxième agence, l'ANESM. L'ANESM, c'est l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services médico-sociaux. Elle a été créée seulement en 2007, alors qu'elle doit aider à la mise en place de l'évaluation. En 2007, la mise en place de l'évaluation avait été donnée par la loi de 2002. Donc ça met quand même beaucoup de temps avant de se mettre en place. Elle donne des recommandations tout autant sur tous les secteurs, par exemple l'éthique, la bientraitance, qui est à peu près transversale à l'ensemble des actions. Elle donne des recommandations sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, sur la protection de l'enfance et sur l'inclusion sociale. Donc aujourd'hui, tous ces grands champs sont couverts et au fur et à mesure s'enrichit par ces recommandations l'évaluation qui pourra se mettre en place. Trois autres agences qui sont transversales et que vous connaissez, la CHAES dont on a parlé ce matin, mais qui impactent le médico-social parce qu'elle émet aussi des recommandations concernant le médico-social. Elle a émis des recommandations concernant l'autisme, elle a émis des recommandations concernant la maladie d'Alzheimer, elle a émis des recommandations concernant la surdité, la prise en charge précoce des 0 à 6 ans. Ce qui veut dire que de ces agences, le médico-social s'enrichit aussi. Il y a une autre agence qui commence à impacter le médico-social, c'est la NAP. La NAP, Agence nationale d'appui à la performance. Alors là, on met des indicateurs économiques, et j'espère qu'ils seront également de qualité, quantitatifs comme qualitatifs, et ils impactent le médico-social. La dernière agence, qui est une agence dont on parle beaucoup moins, qui est la ZIP, c'est l'Agence des systèmes d'information partagés. Vous connaissez le dossier médical partagé. Eh bien, la ZIP doit en promouvoir la sécurité, l'informatisation, le partage, etc. Ça impacte également le médico-social, parce que dans le médico-social, nous avons également des dossiers médicaux partagés. Et là, nous avons les règles qui s'imposent également sur le champ du médico-social. Nous allons maintenant voir quels sont les enjeux de l'évaluation. Alors, l'évaluation est distincte du contrôle des normes. L'évaluation se distingue également de la certification. L'évaluation vise essentiellement la production de connaissances et d'analyses. L'évaluation doit tenir compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité. L'évaluation interroge la mise en œuvre d'une action, sa pertinence, les effets prévus, mais les effets aussi imprévus. Elle doit interroger le contexte. Elle doit interroger
Elle doit prendre en considération également les diagnostics initialement effectués et elle doit permettre la construction d'un cadre de référence spécifique d'évaluation. En fait, chaque établissement prévoit son cadre d'évaluation, son logiciel d'évaluation. Quand on est dans la certification, on a bien vu que les certifications venaient plutôt d'en haut. Le cadre de l'évaluation et le cadre de référence est là, produit par l'établissement lui-même, évidemment tenant compte de la loi 2002-2005 et des recommandations de bonnes pratiques, que ce soit de l'ANESM, qui va produire son cadre. Le champ des évaluations internes et externes doivent être les mêmes. Le champ d'évaluation interne est produit par l'auto-évaluation de l'établissement et externe par un organisme habilité. Mais on doit prendre les mêmes champs afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement. Parce qu'on ne compare pas les établissements entre eux, on compare la démarche de l'établissement à promouvoir la qualité en son sein, ce qui est différent. Ce n'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi quand on est agréé et autorisé à fonctionner sur un champ, sur un établissement. C'est la comparabilité dans le temps qui est mesurée, et ce n'est pas la comparabilité entre établissements, même de même nature. Et l'évaluation s'appuie essentiellement sur l'observation des pratiques sur le terrain et auprès des acteurs qui sont interdépendants. Dans le champ du médico-social, il y a sur l'évaluation deux volets importants. C'est un volet relatif à l'effectivité des droits des usagers et elle porte au moins sur les conditions de participation et l'implication des bénéficiaires dans leur prise en charge ou accompagnement et les mesures nécessaires au respect du choix de vie et des relations affectives, de l'intimité, de la confidentialité et évidemment surtout les dispositions prévues pour assurer leur sécurité. Il y a un autre volet qui est plus adapté à l'établissement et au service en fonction de ce qu'il a comme mission particulière ou spécifique. Et c'est sur les logiques d'action et les actes de travail. Et cette analyse peut être soit l'accompagnement au développement personnel et à l'autonomie du bénéficiaire, soit la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, soit la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement. Quand on a parlé ce matin d'environnement, quand vous voyez aujourd'hui la cartographie des établissements qui sont installés en France, vous allez en Corrèze, le HIT 50 des installations des médico-sociales. Pourquoi? L'immobilier pas cher. A-t-on réfléchi derrière de cette concentration en race campagne, dans des endroits fort isolés quelquefois, a-t-on vu les conséquences pour les personnes elles-mêmes dans leur autonomie et leur capacité à vivre avec leur famille quand elles étaient délocalisées dans ce département parce que là il y avait de la place. Donc on voit aujourd'hui qu'il faut retravailler sur l'établissement et son implantation parce que implanter des établissements pour la seule raison du coût immobilier, j'en doute un peu. Continuer également à entretenir des châteaux, puisque ça a été la grande époque des dons des châteaux. Donc entretenir des tuiles et des monuments historiques du fait même qu'ils ont été donnés, ça a servi à un moment, mais maintenant ça devient tellement cher qu'ils ont été donnés pour installer ces pauvres handicapés, qui ont été donnés par des œuvres bienfaisantes. Il faudrait peut-être se re-questionner sur l'environnement de chacune des institutions, sur son implantation et le lien qu'elle peut en tisser. Que va faire l'évaluation externe? Ça, c'est l'évaluation interne. Mais que va faire l'évaluation externe? Eh bien, elle va porter une appréciation globale par rapport aux deux lois et aux outils qu'on va voir, mais par rapport également à l'évaluation interne, c'est-à-dire l'auto-évaluation de l'établissement. Elle va regarder évidemment l'adéquation des objectifs au projet, à minima. La cohérence des différents objectifs entre eux, à minima aussi. L'adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place. C'est là où souvent le bas blesse. L'existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi. C'est pas si simple que ça. Et l'appréciation sur l'atteinte des objectifs
la production des effets attendus ou des effets non attendus d'ailleurs, puisqu'il y a certains effets qui peuvent être non attendus, tout autant positifs que négatifs. Et on va voir l'appréciation de l'impact des pratiques et ses effets observés. Et on va pouvoir mesurer donc efficacité, efficience. On va examiner également les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne. Et on va voir quels sont les écarts qui ont été notés et les améliorations qui ont été proposées et qui sont déjà mises en œuvre ou qui ont déjà apporté des résultats. On va surtout examiner certaines thématiques et c'est porter, et sur des registres spécifiques, dont un tout particulièrement, c'est porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers et les conditions de réalisation du projet personnalisé. Par rapport maintenant aux outils de la loi 2002 et ce sur quoi on va évidemment baser l'évaluation interne comme externe, parce qu'il faut respecter la mise en œuvre de ces outils. La loi 2002 a proposé 7 outils. Le livret d'accueil. Le livret d'accueil qui donne des repères à la personne accueillie puisqu'il détermine à peu près le fonctionnement et les objectifs de l'établissement qui a été autorisé à fonctionner. Il est là pour garantir l'effectivité des droits puisqu'il les explique. Il est un outil de prévention de la maltraitance. Dans ce livret d'accueil, il y a 3 documents qui sont insérés et qui font partie des outils de la loi. C'est la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, dont je vous en dirai un petit peu plus après. Le règlement de fonctionnement de l'établissement, qui indique comment ça marche pour que la personne puisse se repérer. Et la liste des personnes qualifiées. Alors là, la liste des personnes qualifiées, qui est normalement impérative pour que l'ensemble des champs de la qualité soit mis en œuvre. Or, la liste des personnes qualifiées, aujourd'hui, c'est un grand néant en France, parce qu'elle doit être nommée par le préfet, par le président du conseil général et par aujourd'hui le DGARS, avant c'était la DAS. Cette personne qualifiée, très clairement, a pour mission d'aider à faire valoir les droits de l'usager ou de son représentant légal, et l'esprit de la loi est bien que l'usager dispose d'un soutien à la résolution d'un conflit personnel ou collectif. Ce pilier manquant, il manque un des outils majeurs de la loi 2002. Et il manque toujours. Il n'est pas nommé pour, ou rarement nommé pour des raisons financières, pour des raisons surtout financières, je crois, mais également, il faut mettre d'accord 3 entités dont les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a dans la loi de 2002 également le début de la contractualisation. On contractualise le contrat de séjour entre l'établissement et l'usager. Mais il y a autre chose qui s'appelle un DIPC, qui est le dispositif, le DIPC, c'est la prise en charge. C'est la prise en charge. Prise en charge, démarche individuelle. Le document individuel de prise en charge. À force de dire DIPC, je ne sais plus comment ça veut dire. Document individuel de prise en charge. C'est le début de la contractualisation du champ médico-social. Alors je vais vous expliquer comment se passe le contrat de séjour. Le contrat de séjour, il détermine les objectifs, la nature de l'accompagnement, les détails des prestations offertes, ainsi que le coût prévisionnel s'il y en a, et je pense tout particulièrement aux maisons de retraite. Tout ça doit être très clair dans le contrat de séjour. Il est établi lors de l'admission, il est signé dans le mois qui suit l'admission, et il est complété dans les 6 mois par un avenant. C'est bien un accord en réciprocité entre le bénéficiaire et le responsable de l'établissement. S'il n'y a pas d'accord, que se passe-t-il? S'ils ne se sont pas mis d'accord, ces gens, bénéficiaires, responsables d'établissement, eh bien c'est là que la relation asymétrique revient en boomerang. Il est établi un DIPC, qui est un document individuel de prise en charge, normalement dévolu pour les services extériorisés, ouverts sur l'environnement et pas en institution. Mais quand il n'y a pas d'accord de contrat de séjour entre le chef d'établissement et
l'usager, le bénéficiaire, on passe au DIPC parce que la contractualisation est unilatérale, signée par le chef d'établissement. C'est là où on voit qu'il y a de nouveau une position asymétrique, malgré les efforts de la loi. Et malheureusement, si lors d'un contrôle externe, une évaluation externe, pardon, on voit qu'il y a plus de DIPC dans une institution non pas ouverte sur l'extérieur que de contrats de séjour, on peut douter de la réelle participation des usagers. Et ça existe. Le Conseil de la vie sociale, on en a déjà parlé. Vous avez bien compris que ce Conseil de la vie sociale, composé majoritairement d'usagers ou de leurs représentants, donne un avis sur un certain nombre de choses, sur le règlement de fonctionnement et tout particulièrement sur le projet d'établissement. On oublie très souvent que le Conseil de la vie sociale, à côté, il y a toutes les autres formes de participation. Parce que le Conseil de la vie sociale ne peut être que dans un établissement. Vous avez parlé ce matin des CRUC PC qui n'étaient que dans les hôpitaux. Et à côté, l'ambulatoire. Eh bien, nous, c'est pareil, l'ambulatoire. Eh bien, l'ambulatoire, c'est d'autres formes de participation qui n'ont pas, à ce jour, de promotion et de cadre. Lors d'une évaluation externe, on peut regarder quelles sont les mises en œuvre d'actions spécifiques sur ces services ouverts et ce qu'on peut en retirer. L'enjeu, je pense, aujourd'hui, c'est de voir toute cette extériorisation, on parle de l'ambulatoire dans le sanitaire, mais également dans le médico-social, ainsi que de la prévention, ça serait de réunir les problématiques et de faire un outil commun qui est la réelle représentation des usagers en dehors d'un cadre institutionnel fermé, hôpital ou institution médico-sociale. Un autre outil, le règlement de fonctionnement de l'établissement, il définit les devoirs et les obligations de chacun, et ce règlement de fonctionnement a un avis du Conseil de la vie sociale. Il est important qu'il soit donc dans le livret d'accueil pour que la personne connaisse les enjeux et puis sache se repérer. Et également le projet d'établissement qui, depuis la loi 2002, est établi seulement pour 5 ans. Il doit être renouvelé tous les 5 ans. Avant, on faisait un projet d'établissement et il était pour une durée parfois indéterminée. Il fixe donc les objectifs et les modalités de fonctionnement, il qualifie les prestations et il décrit les modalités d'évaluation. Le dernier outil que j'ai gardé pour la fin, qui est la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, qui fait partie du livret d'accueil. Cette charte comporte 12 droits. Mais quand on va faire une évaluation externe, ces 12 droits doivent être déclinés par des dispositifs. Et il faut interroger l'ensemble des établissements et services. Est-ce que ces dispositifs sont d'une culture orale, parce que ça existe? Est-ce qu'ils sont donnés par écrit? Est-ce que ça existe? Il faut mieux quand même. Mais surtout, sont-ils partagés par tous? Et c'est ça le plus important, parce que vous pouvez avoir une pile d'écrits, vous avez répondu à la demande. Personne ne les connaît, vous les donnez à l'évaluateur externe. Ça ne sert à rien. Vous avez répondu à la commande, mais il n'y a rien qui se passe avec les usagers, puisque de toute manière, ces dispositifs ne sont pas connus, ou en tout cas que de quelques-uns, et ne sont pas partagés, ne sont pas appliqués. C'est ce qui détermine la culture du service ou de l'établissement, et qui détermine le respect de la personne, essentiellement. Les 12 droits, je peux vous les lister. Si on regarde le premier, principe de non-discrimination, il doit disposer d'un certain nombre de dispositifs. Je vais vous les lister, puis vous allez voir après comment ça s'articule ou ça s'oppose. Le dispositif doit être d'un accueil égalitaire. L'égalité entre un enfant, moi je les ai vus, entre un enfant sourd et un autre enfant sourd. Quand vous avez une liste d'attente, et ça existe. Le dispositif statistique de suivi des admissions. Quel type d'enfant ou d'adulte on a pris en priorité? Il est plus facile de prendre un enfant sourd qui n'est que sourd. Il est plus difficile de prendre un enfant sourd avec un handicap associé. Mais l'établissement ou le service peut dire « halte là, j'ai une autorisation que pour les sourds ». La personne la plus en difficulté va rester sur le bord du chemin. Donc c'est là où il faut voir quels sont les critères et comment faisons-nous.
Le dispositif d'intégration des nouvelles personnes, leur expliquer ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements et services pour qu'ils soient à même de comprendre et d'agir. Et dedans, il faut qu'il y ait dans l'ensemble de ce dispositif la preuve de l'intentionnalité non discriminatoire notifiée dans le projet d'établissement. Vous pouvez l'avoir écrit, quelle est sa mise en pratique? C'est à ça que se mesure l'ensemble de la qualité. Et également le dispositif de service, du suivi des services réellement rendus à chaque personne, c'est-à-dire entre les objectifs posés et les services réalisés, quels sont les écarts. Et ça n'est pas un principe égalitaire, tout le monde a la même chose. C'est chacun en fonction de son besoin. Et si on revient au DIPC, chacun en fonction de son besoin. Si la contractualisation n'a pas pu donner lieu à un accord, on passe au DIPC. Est-ce vraiment un réel besoin? On ne sait pas. Peut-être, mais pas sûr. Donc on voit bien les positions qui restent encore asymétriques entre l'établissement et l'usager. Le droit à une prestation, le deuxième droit, c'est le droit à une prestation adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. À leurs besoins et à leurs attentes. Le besoin, en général, les professionnels savent le déterminer. Les attentes des personnes, elles sont incommensurables. Donc, comment déterminer la réelle attente? Or, la loi le dit ainsi. Le droit à une prestation adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, un gros travail d'information, encore là. Le droit à l'information. Il y a un principe qui est de consentement libre et éclairé et droit de participation de la personne. On revient au contrat de séjour et au DIPC. Il y a un droit qui est le droit à la renonciation, ne pas vouloir rester dans cet établissement. Il y a un droit qui est au respect des liens familiaux. Très clairement, lorsque mon fils avait 3 ans, on m'a demandé de le placer dans un établissement et que j'aille le rechercher aux vacances de Noël et aux grandes vacances. Est-ce que c'est le droit au respect des liens familiaux? Il y a le droit à la protection, avec tous les dispositifs. Le droit à l'autonomie. Le droit à la protection, est-ce que lorsqu'on veut protéger une personne d'elle-même, jusqu'à quelle limite on limite son autonomie? Antinomique souvent. Mais quel est le processus et le dispositif qui va permettre de le régler et d'en discuter? Le droit de prévention et de soutien, le droit civique, les droits à la participation religieuse et le droit à l'intimité et à la dignité. Et on a vu en ce moment que sur ce droit, il y avait le droit à la sexualité, au respect de la sexualité des personnes dans les institutions. Et ça n'était pas si simple que ça, parce que des débats continuent encore aujourd'hui. Donc la qualité, en conclusion, c'est une démarche, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, ça se construit. La qualité, l'évaluation, les outils qui ont tous été prônés par la loi 2002, confortés par la loi 2005, n'ont pu voir dans le cadre légal et réglementaire que le calendrier des évaluations n'a pu être donné qu'en 2010. 2002, 2010, 8 ans après. L'année 2014 est la date butoir pour tous les établissements et services qui ont été créés avant 2009, c'est-à-dire avant HPST. Et ensuite, il y aura une évaluation interne tous les 5 ans, une évaluation externe tous les 7 ans, et c'est ce qui déterminera le régime d'autorisation. La démarche d'amélioration continue de la qualité ne se décrète pas, c'est vraiment un processus. Et un processus où toutes les parties doivent être prenantes.